discours de clôture. À tout à l'heure. Bonjour mes chers amis et merci à tous. Merci pour ces magnifiques universités d'été. Merci à tous les intervenants pour leurs contributions passionnantes. Et puis, salut très fraternel à nos compatriotes de toute la France, métropolitaine, les Guyanais, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Wallisiens, les Tahitiens, les Calédoniens, les Réunionnais, les Mahorais, les Saint-Pierrais et Miquelonais, et enfin à nos compatriotes expatriés qui suivent en direct ce discours sur Internet avec nous. En cette rentrée politique, je crois, mes chers amis, que nous pouvons être fiers de nous. Souvenez-vous, ce n'est pas si loin, même si cela semble faire une éternité. C'était en 2007, au lendemain des législatives. Notre mouvement, le seul dans lequel les Français auraient pourtant avoir fait confiance, s'est retrouvé considérablement affaibli, à tous les niveaux. Nous avons depuis remonté la pente, c'est peu de le dire, sans faiblir, et sans nous laisser impressionner par les rodomontades du système. Nous avons patiemment travaillé à faire éclore la vérité. Et aujourd'hui, cette lumière crûment jetée sur le pouvoir sarkozyste le révèle tel qu'il est vraiment, une immense tromperie. Sans relâche, nous avons parlé aux Français. Nous leur avons expliqué que les voies sur lesquelles le pouvoir nous emmène sont celles de la perdition. Et les Français ont commencé à le comprendre. Sans jamais perdre confiance, nous avons travaillé et encore travaillé. Nous avons su dénoncer l'enfumage gouvernemental permanent. Mais nous avons aussi développé nos analyses sur la situation de la France. Nous avons enrichi notre discours et nos propositions qui sont aujourd'hui au centre des débats. Nous avons eu le courage de faire de la vraie politique, d'aller parler au peuple entier et de rejeter les petites stratégies électoralistes qui sont la nourriture quotidienne de nos adversaires. Les Français ont recommencé à croire en nous. Nous avons progressivement amélioré nos résultats électoraux, aux élections régionales d'abord, et plus encore aux dernières élections cantonales. Nos performances ont fait trembler le système. Et je peux vous le dire, il n'a pas fini de trembler. En interne, nous avons réglé nos problèmes financiers. Nous avons spectaculairement accru le nombre de nos militants et avons réorganisé notre mouvement pour en faire une véritable machine de guerre, prête aujourd'hui pour l'élection présidentielle. Bien sûr, mes chers amis, nous n'avons pas toutes les facilités que s'octroient les partis qui se succèdent au pouvoir depuis tant d'années. Nous sommes loin d'avoir leurs considérables moyens financiers. Nous ne bénéficions pas des mêmes largesses médiatiques. Nous ne sommes pas soutenus par leurs amis, les puissances d'argent. Mais nous avons beaucoup plus. Nous avons des richesses bien supérieures. Nous avons la sincérité de notre engagement, la force inébranlable de nos convictions. Nous avons cette foi tenace dans notre capacité à faire bientôt triompher nos idées, parce que nous avons l'énergie de ceux qui croient en la justesse de la cause qu'ils défendent. Et si nous sommes si forts aujourd'hui, c'est que nous avons aussi la liberté de parole de ceux
qui ne sont inféodés à personne. C'est que nous avons ce bien le plus précieux, l'indépendance de notre action politique. Et c'est pour ça, c'est pour cela que de partout, anonymes ou connus, malgré les obstacles, l'on nous rejoint. Oh, certains à petits pas, certains dans un grand élan, comme l'ont fait Gilbert Collard, Jean-Paul Letombe, l'ancien doyen Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, le bon, hein, pas le mauvais. Hier, Paul-Marie Couteau, que je ne présente pas. Bernard Prudon, ce matin, Daniel Fédou, ancien dirigeant du RPF, de Charles Pasqua et de Philippe de Villiers. Je salue d'ailleurs la présence dans la salle de M. Curec, secrétaire général du RPF, et de Jacques Perrat, ancien maire de Nice. De toutes ces forces internes et externes, mes chers amis, chaque jour nous tirons le courage de mener le seul combat qui vaille. Le combat pour la liberté de notre grande nation, le combat pour le bonheur de la France et des Français, parce que notre action n'est guidée que par ce seul objectif. Notre vitalité et notre ferveur contrastent avec ce que sont devenus les grands partis, ces vieux mastodontes, archétypes d'un système à bout de souffle, d'un système dépassé, d'un système agonisant, d'un ancien système. L'UMP, le PS et leurs satellites ont trompé les Français. L'UMP a depuis longtemps trahi la nation. Le PS ne cesse de trahir la République. L'UMPS n'a plus qu'une seule obsession, non pas celle de travailler au service des Français, mais celle du pouvoir pour le pouvoir. Le Parti socialiste, vous savez, celui qu'a créé Jaurès, est aujourd'hui dirigé par Harlem Désir. Voyez le chemin parcouru. Le Parti socialiste, qui n'a rien d'autre à proposer qu'une copie de ce que fait déjà aujourd'hui l'UMP au pouvoir, eh bien, il s'acharne pourtant à se trouver un chef. Il s'agit donc de trouver celui ou celle qui portera ses couleurs à la présidentielle. Mais pour y dire quoi? Pour y porter quel message? Quel est aujourd'hui le projet du Parti socialiste? Que propose-t-il sinon faire la même chose que l'UMP? Nicolas Sarkozy fait exploser l'immigration. Le Parti socialiste s'engage à faire encore plus, sans doute mécontent de ce que Lionel Jospin faisait moins d'immigration que Nicolas Sarkozy, et même beaucoup moins. Nicolas Sarkozy ruine la France pour sauver l'euro. Le Parti socialiste lui demande de la ruiner plus vite, sans doute jaloux que le champion de la dette soit Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy veut la dissolution de la France dans l'Union européenne, dans la mondialisation. Le Parti socialiste applaudit encore des deux mains, sans doute meurtri que Nicolas Sarkozy soit devenu le meilleur héritier de François Mitterrand. Mais quel est le sens de cette opposition? De quelle opposition peut-on parler quand on est d'accord sur l'essentiel? La véritable opposition, c'est nous, mes chers amis. La véritable opposition, c'est le modèle de souveraineté, de justice sociale et d'efficacité que nous proposons. À l'UMP, c'est pire, je vous rassure. Parce qu'à l'UMP, il n'y a même pas l'excuse des primaires. À l'UMP, c'est une primaire permanente. Ça fait des années que ça dure et ça risque de durer longtemps encore, puisque l'objectif là-bas, c'est 2017. Estrosi monte... Estrosi monte, alors qu'il est maire de Nice, un contre-meeting au FN. Et Fillon
monte un contre-meeting au contre-meeting d'Estrosi. Tout ça, évidemment, donne du gouvernement une image pitoyable. Alors, on sait bien ce qu'ils vont faire. Nous le savons tous. Leur stratégie est totalement transparente. On fera monter au créneau la droite populaire, qui multiplie les déclarations fracassantes, jamais suivies des faits, et défendent des amendements, jamais votés. Les députés de la droite populaire parleront souveraineté, alors qu'ils ont voté le traité de Lisbonne, qui en a transféré les derniers ponts à Bruxelles. Ils chanteront l'air de la réduction de l'immigration, alors qu'ils ont soutenu la politique d'explosion de l'accueil des étrangers de Nicolas Sarkozy. Ils réclameront fermeté, sévérité, place de prison, peine planchée, alors qu'ils ont voté tous les budgets, saignant à blanc les effectifs de policiers et de gendarmes. Ils exigeront la baisse des déficits, après avoir voté dès demain, tous, je dis bien tous, le premier plan à la Grèce, et il y a quelques jours, le deuxième plan de 15 milliards d'euros. « 17 ont voté pour, parce qu'il y en avait 22 qui avaient piscine ou atelier macramé. Ah, je les entends d'ici. Ils feront pleurer sur l'indépendance perdue de la France après avoir voté l'engagement en Libye sous la bannière de l'OTAN, ou terrible télescopage. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on aide des rebelles infestés de djihadistes au moment même où se commémore l'attentat du World Trade Center. Et puis, on reverra Guénaud, vous savez, celui qui est au placard depuis 2007, qui nous parlera de la grandeur de la France, des drapeaux, d'amour de la patrie. Il mettra dans la bouche du candidat imposteur l'évocation des grandes figures de notre histoire. Charlemagne, Napoléon, Clovis, Henri IV, Clémenceau, Jeanne d'Arc, ce sera beau comme l'antique. Ils l'ont d'ailleurs ressorti dès ce matin, puisqu'il a osé en appeler au général de Gaulle afin de soutenir les fossoyeurs de sa vision de la France. M. Buisson ressortira son circuit de visite des hauts lieux, longue épopée symbolique de la France, comme si l'identité française se résumait à un circuit touristique. Oui, mes amis, préparez-vous à revivre tout cela. Comme un disque rayé, les équipes de campagne de Nicolas Sarkozy s'apprêtent à nous rejouer la même musique. Le petit journal de Canal+, qui traque les discours copiés-collés du président Sarkozy, aura, à mon avis, de quoi se régaler. Mais l'imposteur peut incontestablement et parfois brillamment imiter le discours. Il peut même emprunter le costume, mais il ne peut en incarner l'esprit. C'est parce qu'il se moque de l'esprit de la France que Nicolas Sarkozy n'est pas capable de le défendre. C'est parce qu'il n'a pas conscience que le patrimoine de France appartient aux Français qu'il l'a vendu massivement, hôpitaux, casernes, bâtiments nationaux, tribunaux. Parce qu'il se refuse à admettre que l'unité, l'influence et l'esprit de la France passent par la protection scrupuleuse de notre langue, qu'il l'a, comme l'a si bien dénoncé Paul-Marie Couteau hier, laissé s'affaiblir dans nos écoles et dans le monde. C'est parce qu'il ne perçoit pas la force qui lie une nation et son peuple, qu'il retire progressivement à celui-ci la liberté de décider de son avenir, le privant des grandes décisions au bénéfice du monstre technocratique à trois têtes, FMI, BCE, UE. C'est parce qu'il n'est pas viscéralement convaincu par la démocratie qu'il a violé de manière aussi brutale la volonté du peuple en lui imposant la Constitution européenne, pourtant rejetée par référendum. C'est parce qu'il n'a pas compris la réserve des Français à l'égard de l'étalage vulgaire de richesses qu'il a pris pour un complexe ce qui était juste de la pudeur, et qu'il a cru bon de multiplier les séquences bling-bling et d'exposer outrageusement ses liens avec le show business et le CAC 40. C'est parce qu'il croit que président de la République est un job comme les autres, qui mérite d'ailleurs une augmentation de salaire de 174%,
qu'il n'a jamais su incarner l'intérêt général et a marqué son mandat du sceau du copinage et de la défense des intérêts particuliers, imité d'ailleurs en cela immédiatement par ses ministres Woerth, Amara, Blanc, Joyandet, Alliot-Marie et j'en passe, et sûrement des bien pires. Alors Henri Guénaud a eu beau lui expliquer, Nicolas Sarkozy ne comprend pas. Il imite, il répète, il fait de la com, il joue la comédie, mais il n'incarne pas. Les Français veulent un chef de l'État, pas le président d'un parti, pas celui d'une coterie, mais le président d'un pays, qui à chaque minute se doit de penser d'abord à l'intérêt national. Un président qui impose que chaque décision prise le soit à l'aune de cette unique question: où est l'intérêt de la France et des Français? Alors, puisqu'ils ne le feront pas, faisons donc ensemble cet exercice. Est-ce l'intérêt de la France d'avoir imposé à notre pays une immigration massive? À l'évidence, non. Surtout lorsque près de 5 millions de nos compatriotes sont au chômage. Mais quel intérêt peut-il y avoir à faire entrer légalement 203 000 immigrés supplémentaires chaque année, dont 5% seulement ont un contrat de travail, et le reste reste donc à la charge des contribuables. 78% de plus que sous Jospin. Il fallait quand même le faire. Mais il n'y a qu'un seul objectif à cela. C'est évidemment de peser à la baisse sur les salaires, de tenter sur le dos des salariés de grappiller quelques points de compétitivité dans une enchère folle à la baisse avec les pays émergents. Le marché du travail, mes chers amis, comme son nom l'indique, est un marché qui évolue en fonction de l'offre et de la demande. Il ne faut pas être polytechnicien, pardon Nathalie, pour comprendre qu'en période de chômage massif, plus il y a de demandeurs d'emploi, plus les salaires baissent. Pas plus qu'il ne faut être sorti des grandes écoles pour percevoir que faire entrer chaque année l'équivalent en nombre d'habitants de la ville de Rennes, alors qu'1,2 million de ménages sont dans l'attente d'un logement social, va entraîner une pénurie de logements et une augmentation terrifiante des loyers, plus 24% en 10 ans, selon une étude récemment publiée. Le ministère des Affaires sociales, excusez-moi, aura beau commander une étude à l'Université de Lille pour expliquer aux naïfs que l'immigration enrichit la France, mais chacun prend conscience qu'en important des chômeurs à qui l'on accorde l'accès à tous les guichets, on ne peut que gravement mettre en péril l'équilibre de nos budgets sociaux. Gravement, et même très gravement, si l'on en croit Yves-Marie Lolland, ex-président du comité économique de l'OTAN tout de même, qui a enseigné à l'ENA, qui a enseigné à Dauphine et qui évalue à 70 milliards d'euros par an le coût de cette folle politique d'immigration. Il suffit enfin d'avoir des yeux pour s'apercevoir que cette arrivée massive en un temps très bref, 20 ou 30 ans, de femmes et d'hommes, ayant pour une très grande majorité une culture très différente de la nôtre, rend toute assimilation inopérante, voire impossible. La France se voit ainsi confrontée au multiculturalisme qui bouleverse ses lois, ses mœurs, ses traditions, ses valeurs de civilisation et son identité, alors que l'on sait pourtant que les sociétés multiculturelles deviennent toujours des sociétés multiconflictuelles. Alors, je le dis ici
solennellement. L'intérêt de la France est de cesser toute immigration et même d'en favoriser l'inversion des flux. Nous avons en effet largement la capacité de former des soudeurs, des ouvriers, des serveurs, des cuisiniers, des médecins ou des ingénieurs. Nous n'avons pas besoin d'immigration de travail, parce qu'il n'y a pas de travail, et que dans cette période difficile, le peu qui existe doit d'abord profiter aux nôtres. Quant à l'argument cynique et systématique d'ailleurs, qui voudrait que nous fassions venir des travailleurs pour occuper des postes que les Français refusent, il faut lui tordre le cou. Bien sûr, sûrement, il y a des profiteurs qui, quelle que soit la circonstance, trouvent une bonne excuse pour refuser de travailler. Mais l'immense majorité des emplois difficiles ne sont pas pourvus tout simplement parce qu'ils sont mal payés. Il ne faut pas faire appel à l'immigration. Il faut réhabiliter le travail manuel et s'intéresser à la pénibilité de celui-ci. Ce sont souvent des métiers très durs. Dans le bâtiment, dans la restauration, qui, s'ils étaient payés à leur juste valeur et reconnus comme tels, procureraient évidemment beaucoup plus d'attrait. Mais nos politiques en cheville avec certains grands décideurs économiques préfèrent faire venir de la main-d'œuvre bon marché pour soumettre ces emplois à des grilles de salaire minimalistes. J'y vois bien l'intérêt du MEDEF, mais je ne vois pas l'intérêt des Français. Parce que, mes amis, cet écrasement des salaires appauvrit nos travailleurs, appauvrit notre pays tout entier au sacrifice de quelques-uns qui en veulent toujours plus. On arrive quand même aujourd'hui à fabriquer, permettez-moi, par millions des travailleurs pauvres, des gens qui ne peuvent pas vivre décemment de leur salaire. Cette folle dérive doit et peut cesser. Et pour cela, il faut rééquilibrer le marché du travail. Et ce rééquilibrage passe, entre autres, par l'arrêt de l'immigration légale, couplée à une politique dissuasive d'immigration. Parce que c'est bien de maîtriser ses frontières. Mais si on continue à faire une politique incitative d'immigration, il y aura toujours des pauvres qui tenteront, pour trouver l'Eldorado, de venir dans notre pays au risque parfois de leur vie, comme on l'a vu à Lampedusa. C'est quoi la politique dissuasive d'immigration? Eh bien, il s'agit de la suppression de tout ce qui, en France, représente un appel d'air à une immigration nouvelle. L'acquisition, par exemple, l'acquisition automatique de la nationalité, qu'on appelle le droit du sol, qui à Mayotte attire, par exemple, des milliers de clandestins au point que les Mahorais vont finir par être minoritaires sur leur île. Je vous rappelle tout de même que cette situation avait poussé M. Barouin, il y a quelques années, à réclamer la suppression du droit du sol à Mayotte. Seulement à Mayotte. Eh bien, il a dû se faire pardonner cette petite audace. Nous souhaitons sa suppression sur l'ensemble du territoire national, car c'est l'intérêt supérieur du pays qui le commande aujourd'hui. La crise rend plus que jamais d'actualité l'exigence qui est la nôtre que les étrangers présents dans notre pays subviennent
à leurs propres besoins, comme c'est le cas dans quasiment tous les pays du monde. La France ne peut ni ne doit plus les prendre en charge et la solidarité nationale doit être réservée aux nationaux. Mais Et puis après tout, comme le suggérait Gilbert Collard ce matin, que celles et ceux qui donnent des leçons de générosité ne se gênent pas pour ouvrir leurs chéquiers, partager leurs biens et les loger dans leur résidence secondaire. Parce que nous, mes chers amis, nous avons des Français à aider. Dans ce domaine, vous admettrez, dans le domaine de l'immigration, qu'on a quand même un mal fou à voir la différence entre l'UMP et le PS. Je vous disais tout à l'heure qu'en 2000, sous Lionel Jospin, il y avait 114 000 entrées légales. En 2010, sous Sarkozy, il y en a eu 203 000, 78% d'immigration en plus que les socialistes. L'interdiction de renvoyer dans leur pays les étrangers criminels, les socialistes l'avaient rêvé, Sarkozy l'a fait. Le recul de la laïcité et l'aboutissement de toutes les revendications communautaristes, la gauche l'espérait, la droite l'a fait. Le CFCM entre les mains des fondamentalistes, les prières de rue qui se multiplient alors que j'ai levé ce problème il y a des mois, les baux amphithéotiques ou les garanties d'emprunt des collectivités territoriales pour la construction d'édifices religieux, la généralisation du halal, la finance islamique mise en place par Madame Lagarde, tout, je dis bien tout, même le concert de SOS Racisme le 14 juillet dernier à la Concorde, comme au bon vieux temps de François Mitterrand. Les régularisations de clandestins, qui s'effectuaient sous les socialistes une fois par an, massivement une fois par an, sont devenues des régularisations massives au jour le jour. 20 000 selon Le Monde en 2010. Alors, une seule question se pose. Les Français ont-ils élu Sarkozy pour cela? Parce qu'avec les socialistes, nous savons où nous allons. Ils ne sont jamais décevants dans le pire. Mais tout de même. Alors, dans ce domaine, comme dans bien d'autres, moi, je viens vous dire qu'il n'est pas trop tard pour agir et pour remettre un peu d'ordre dans notre pays. Appliquer les règles simples mais fermes de la dissuasion migratoire. Inscrire dans notre Constitution le refus de tout communautarisme pour stopper net les revendications et préserver notre culture, notre identité et les valeurs de notre République. Lancer, mes chers amis, des signaux clairs et compréhensibles pour tous. La laïcité ne se négocie pas et chacun doit se plier aux lois du pays qui l'a accueilli. La nationalité n'est pas une situation administrative, c'est un privilège, un engagement, une fierté, une volonté, et la nation a le droit d'être exigeante dans ses choix. La régularisation des clandestins est une ineptie. Ceux qui viennent ou se maintiennent sur notre territoire illégalement ne peuvent ni ne doivent être régularisés. Soit ils sont en situation légale, soit ils ne le sont pas. Et dans ce cas, ils ne doivent pas pouvoir obtenir de titre de séjour. Mais enfin, à qui viendrait en effet l'idée de laisser un objet à quelqu'un qui l'aurait obtenu frauduleusement? À quel chef d'entreprise laisserait-on l'argent qu'il a détourné de sa société?
Les régularisations de clandestins sont une incitation à violer la loi et même une récompense. Elles sont inadmissibles dans un État de droit. Elles sont de surcroît une injustice incroyable à l'égard de ceux des étrangers qui ont fait l'effort de réclamer les autorisations légales et de remplir les conditions exigées pour les obtenir. Si je suis élu, je ferai donc voter la suppression de la loi autorisant la régularisation des clandestins. La régularisation des clandestins disparaîtra purement et simplement de notre droit. Cette mesure correspond à l'intérêt de la France, au respect de son autorité et à la justice la plus élémentaire. Et puisque nous parlons justice et donc sécurité, là encore, on se perd en conjectures sur les raisons qui président à tant de laxisme. Incompétence ou faiblesse? Je crois qu'il n'est plus temps de se poser la question. Le constat est là, clair, simple et redoutable. La criminalité gagne du terrain. Sa brutalité devient monnaie courante. Elle est devenue pour certains un mode de vie, pour d'autres un loisir. Elle ne fait pas qu'empoisonner la vie de nos compatriotes, elle les fait souffrir, et avec eux notre économie, qui dans certains quartiers est à l'arrêt. Car l'impact est aussi économique. La valeur des biens dans les quartiers criminogènes s'effondre, les commerces se fuient et se bradent, les services publics disparaissent. Lorsque le maire de New York, Rudolph Giuliani, a imposé la tolérance zéro, je vous rappelle que cette ville était devenue invivable. Des quartiers entiers étaient de véritables coupe-gorge. En quelques mois, la délinquance a baissé de moitié et la conséquence immédiate, au-delà d'un bien-être retrouvé, bien sûr, a été le redressement de l'économie de la ville. L'insécurité, mesdames et messieurs, est un fléau humain et économique. Elle coûte 115 milliards d'euros par an, selon une récente étude de Jacques Bichot, économiste et professeur émérite à Lyon 3. Il est là encore urgent de changer de logiciel. Ce n'est pas aux statistiques de la délinquance qu'il faut faire la guerre, c'est aux délinquants. Il manque de manière urgente 40 000 places de prison, ne serait-ce que pour être au niveau de nos partenaires européens. Cela fait des décennies que le constat du manque de places est fait sans qu'aucune décision soit prise pour y remédier. Ça fait 2, 3 ou 4 campagnes présidentielles que l'on entend sur tous les tons Jean-Marie Le Pen réclamer des dizaines de milliers de places de prison supplémentaires. 5 000 leaders sont connus. 5 000 leaders de la délinquance détectés. Ils sont les auteurs d'une partie majeure de la délinquance dans notre pays. Il faut les mettre hors d'état de nuire. Tout comme il faut démanteler les réseaux de drogue qui gangrènent nos villes et pourrissent notre jeunesse. Il faut ces 5 000 leaders de la délinquance, ces caïds, les soumettre à une injonction civile, c'est-à-dire interdire à ces délinquants, à l'issue de leur peine de prison, le territoire sur lequel ils ont sévi est constitué des bandes. Voilà une proposition concrète. Voilà une proposition forte, d'application immédiate, si une volonté politique le désire. Mes amis, pour lutter contre la criminalité, arrêtons d'écouter les sociologues subventionnés
et écoutons plutôt les criminologues. Rétablissons les effectifs de police et de gendarmerie décimés sous Nicolas Sarkozy. 19 000 postes en moins en 6 ans. Rouvrons les commissariats et les gendarmeries. Développons le renseignement criminel dans les quartiers mafieux. Appliquons des peines fermes, rapides et incompressibles. Appliquons enfin la tolérance zéro. Et je prends l'engagement concret suivant. Plus aucune aide sociale ne sera versée aux récidivistes délinquants ou criminels justiciables d'une peine de 1 an ou plus. Plus aucune. Les récidivistes, qui sont un véritable poison pour notre communauté nationale, n'auront plus droit, sous ma présidence, au logement social, ni à aucune aide sociale. On ne peut pas d'un côté tout exiger d'une société, tout recevoir d'elle sans effort, et de l'autre rompre le contrat social et violenter les autres. Si j'en appelle à la solidarité, je ne vole pas. Je ne blesse pas, je ne viole pas, je ne tue pas. Si je vole, si je blesse, si je viole, si je tue, je ne peux plus en appeler à la solidarité. Et je suis lourdement condamné. Il y a des évidences, des limites, des barrières morales que j'entends rétablir sans faiblesse, et qu'on ne me rétorque pas je ne sais quelle double peine qui est appliquée sans problème tous les jours, notamment aux automobilistes, sans que cela n'ébeuve les bonnes âmes. Une France de l'insécurité et de l'immigration, voilà ce qu'il nous laisse. Un pays livré à la loi des plus cruels, des plus brutaux, des plus cyniques. Et que dire de la situation économique et sociale? La vérité a éclaté au grand jour durant l'été chaotique que nous venons de vivre. Ils ne maîtrisent plus la situation. Elle leur échappe. Nicolas Sarkozy et ses amis multiplient les sommets, qualifiés à chaque fois de rencontres historiques. Et à chaque fois, à un rythme de plus en plus rapide, la situation replonge un peu plus bas. Ils ne maîtrisent plus rien parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe et qu'ils n'ont plus le gouvernail du bateau France. Ce gouvernail, ils l'ont donné à leur nouveau maître, les banques et les marchés financiers derrière lesquels ils ne font que courir. Ils ont la journée entière l'œil rivé sur les cours du CAC 40 et du Dow Jones, adaptant leur communication politique aux desiderata des agences de notation et des salles de marché. Qui avait annoncé la chute des pays de la zone euro les uns après les autres, précisant même dès le départ quel pays serait touché? C'est Nicolas Sarkozy? C'est le Parti socialiste? Ce sont les brillants experts, toujours les mêmes, qui colonisent les plateaux de télévision depuis des années? Non, bien sûr, c'est nous. Les autres, ils ne cessent de nous chanter l'air de la Marquise depuis 2008. Tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien, et tout ira toujours mieux demain. Surtout quelques mois avant les élections, bien sûr. Non, mes amis, ces gens-là ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas les bonnes personnes aux bonnes places. Un chef d'État est censé protéger son peuple et son pays. Nicolas Sarkozy ne le fait pas. Il s'agite, il tourbillonne, parle beaucoup, mais il échoue. Il est enfermé dans une grille de lecture mondialiste. Il n'est plus crédible pour gouverner la France. Aujourd'hui, la France fait moins bien que ses partenaires européens, qui sont pourtant très mal en point. La croissance au deuxième trimestre, ou plutôt
la non-croissance, zéro, l'a bien montré. Et si rien ne change, tout sera sacrifié sur l'autel de leur folle politique. Notre modèle social, nos services publics, notre patrimoine, nos retraites. Tous les jours, les chiffres tombent, plus terribles les uns que les autres. Déficit historique de la sécurité sociale, moins 30 milliards, triplé en 2 ans. Les chiffres de juillet qui viennent d'être révélés portent le solde négatif de la balance commerciale à moins 43,9 milliards. Il était de moins 28,5 milliards l'année dernière. Notre projet, bien au contraire, est fondé sur la reprise fermement en main du gouvernail. Il est temps de mettre à la corbeille leur politique de la corbeille. Nous ne sommes pas, nous, du camp de l'improvisation, du grand n'importe quoi, des plans d'austérité annoncés, détricotés, le tout en moins de 10 jours. Nous ne sommes pas du camp de la dette et des déficits permanents. Nous ne sommes pas du camp de la soumission aux banques et aux marchés assoiffés de spéculation. Notre souverain, c'est le peuple français, et lui seul. Notre guide, c'est l'intérêt général, et lui seul. Notre objectif, c'est la prospérité de la France et des Français. Mais cette prospérité, elle passe bien évidemment par notre réindustrialisation. Un pays comme le nôtre, qui voit l'industrie reculer de 30% de son PIB à 13% en 3 décennies, mais ne peut pas s'en sortir. Qui a vu 500 000 emplois industriels disparaître sous le seul mandat de Nicolas Sarkozy. Ne peut pas extraire du chômage de masse les millions de nos compatriotes qui y sont englués. Il ne peut pas proposer un avenir décent à nos enfants et à nos petits-enfants et éviter les 25% de chômage des jeunes et garantir une retraite digne à tous nos anciens. Il faut produire, il faut enrichir la France. Mes chers amis, moi je veux une France industrielle, une France qui travaille, une France qui se retrousse les manches, une France qui gagne. Mais la réindustrialisation de notre pays suppose de rompre avec les dogmes qui font toute la doxa économique des grands prêtres de l'UMP, du PS et du CAC 40. Le premier de leurs dogmes, c'est la mondialisation sans frontières, la mondialisation sans limites, sans contraintes, sans régulation. Notre projet d'espérance renverse cette perspective ruineuse. Un seul mot l'inspire, la protection, la vraie, pas celle des discours et des clips publicitaires des différentes équipes de campagne. Non, la vraie protection, c'est la protection de nos industries, de nos emplois et de nos travailleurs. C'est la régulation de la mondialisation, le réarmement de notre pays dans la compétition mondiale pour qu'il sorte, notre pays, de son isolement actuel. L'isolement d'une Union européenne coupée de la croissance mondiale depuis des années du fait de règles qui sont absurdes. Protégés aux frontières par des droits de douane et des quotas d'importation anti-délocalisation qui taxeront les pays comme la Chine, qui nous font une concurrence déloyale dans l'industrie, mais aussi dans l'agriculture. C'est cela qu'il faut faire. Des protections qui pénaliseront les pays qui ne respectent aucune règle sociale et environnementale, les obligeant à entrer dans un cercle vertueux. Le fer de lance de cette réindustrialisation sera l'État fort. Les Français se lamentent chaque jour de voir leur État, la colonne vertébrale de notre nation depuis tant de siècles, affaibli sous les coups d'une caste décidée à tout détruire sur son passage. Ils ont beau essayer de se maîtriser, parfois le fond de leur pensée leur échappe. Monsieur Jouyet, ancien ministre des Affaires européennes de Nicolas Sarkozy, a avoué il y a quelques jours dans une émission, juste avant que j'arrive sur le plateau, je cite, « Il compte mettre la Grèce sous tutelle ». C'est-à-dire qu'il nous a clairement expliqué pendant une émission qu'il allait, sans coup férir, remplacer la démocratie par l'oligarchie.
l'oligarchie de la Troïka, ce qu'ils appellent ça la Troïka. Pour une fois, ils ont bien choisi le nom. FMI, BCE, UE. Madame Kosciusko-Morizet a admis lors du débat que j'ai eu avec elle. Mais de temps en temps, elle fait preuve de candeur. Elle m'a dit, mais enfin, écoutez, il ne s'agit pas du tout de sauver la Grèce. Il s'agit de sauver les banques. Winston Churchill disait, vous avez choisi le déshonneur pour éviter la guerre, vous aurez le déshonneur et la guerre. Je vous le dis aujourd'hui, de manière plus pragmatique. On vous fait payer pour la Grèce, pour éviter de payer pour les banques, vous paierez pour la Grèce et les banques. Nous voulons, c'est vrai, un État fort. L'État stratège que je propose organisera avec les industriels et les filières la réindustrialisation de notre pays. Il retrouvera ses leviers d'action budgétaires et monétaires. Il cessera de se battre ou de faire semblant de se battre avec une main ou peut-être même les deux attachées derrière le dos. Il ne sera plus paralysé par une Union européenne qui nous empêche de jouer à jeu égal avec les autres pays du monde. L'État fort organisera les filières d'études pour recréer les compétences utiles à l'avenir du pays, à son rayonnement, à l'innovation, de bons ouvriers, de bons ingénieurs, des experts dans les secteurs les plus en pointe. Et je vous fais ici une proposition pleine de bon sens et concrète, encore une fois. Dans ce projet de réindustrialisation, mettons en valeur l'extraordinaire vivier de talents et de compétences que notre pays a la chance d'avoir à sa disposition. Je pense à tous nos retraités de l'industrie, ouvriers, ingénieurs, chercheurs, mais aussi à tous les seniors jetés du marché du travail beaucoup trop tôt, uniquement parce qu'ils ont 52, 55 ou 57 ans et qu'ils sont jugés inadaptés ou trop chers. Je vous propose de mobiliser ce formidable vivier pour la réindustrialisation du pays, en affectant les volontaires à la formation de nos jeunes par la transmission des compétences précieuses dont ils disposent, manuelles et intellectuelles, compétences que nous n'avons pas le droit de laisser mourir. Ces savoirs et ces savoir-faire, nous ne pouvons pas les perdre, ils seront indispensables à l'irrigation d'un nouveau tissu industriel français. Et mon gouvernement fera en sorte de les mobiliser. Je propose ainsi que les seniors partis avant l'âge de la retraite, qui ont un savoir à partager avec nos jeunes, bénéficient en contrepartie de leur engagement de trimestres validés, en extra pour leur retraite, pourquoi pas. Quant à nos retraités, qui seraient prêts à s'engager dans cette grande aventure collective, celle de la réindustrialisation du pays, ils pourraient jouir, en échange du temps passé, d'avantages spécifiques, comme des majorations de leur pension notamment. Et puis j'en suis convaincu, mes amis, il y aura l'armée des volontaires bénévoles qui ne demanderont rien, mais qui seront simplement désireux et heureux de pouvoir transmettre leurs talents aux jeunes générations, celles qui feront la France rayonnante et industrielle de demain. Je veux donc alléger l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. L'alléger en supprimant le poids du chômage de masse qui plombe leur avenir. La réindustrialisation est tout sauf une utopie. L'utopie, c'était de croire qu'on pouvait transformer la France en un pays uniquement de services, oubliant qu'une grande partie des services n'existe parce qu'il existe une industrie. C'est un objectif absolument réalisable, la réindustrialisation, et même une exigence qui inspirera toute mon action et toute l'action de mon gouvernement. Je veux aussi alléger l'avenir des générations futures de l'insupportable fardeau de la dette que nous ont laissé les gouvernements successifs de gauche et de droite, et tout particulièrement le gouvernement de Nicolas Sarkozy, que j'ai surnommé le président de la dette parce qu'il le vaut bien. Rendez-vous compte,
sur 1700 milliards d'euros de dette publique, 1680 milliards d'euros, il faut être très très précis maintenant, hein, parce qu'on scrute à la loupe. Hein. Sur les 1680 milliards d'euros de dette publique, le seul mandat de Nicolas Sarkozy en explique 467. Je fais très très attention maintenant, hein, parce que... Et la Cour des comptes nous dit que seul un tiers de ces 500 milliards de dettes sont imputables à la crise, le reste l'étant à la très mauvaise gestion du pouvoir sarkozyste. On ne peut plus se permettre ce laxisme budgétaire irresponsable. Ils nous ont embarqués sur la route du surendettement. Les Français doivent imposer un changement de direction s'ils veulent éviter le précipice. Cette semaine, justement, au Parlement, je vous en parlais tout à l'heure, les élus de l'UMPS ont voté 15 milliards d'euros de dettes supplémentaires pour renflouer la Grèce, victime de l'euro, une deuxième fois. 15 milliards qui s'ajoutent aux 45 milliards de dettes déjà contractées pour renflouer la Grèce, l'Irlande et le Portugal. Eh oui, vous ne le savez peut-être pas encore, mais l'UMP et le PS viennent de jeter à l'eau l'équivalent du budget annuel de l'éducation nationale, premier budget de l'État. Mais est-ce qu'ils ont perdu la tête? De quel droit jettent-ils ainsi l'argent des Français par les fenêtres? Devons-nous accepter de payer les dettes des autres, de surcroît sans aucun résultat, si ce n'est l'accélération de la crise et de la misère dans ces pays? Pourquoi Nicolas Sarkozy, servilement suivi par toute l'UMP et le PS, se précipite-t-il pour renflouer les pays victimes de l'euro? Pourquoi fait-il preuve d'un zèle si malsain dans cette opération, au point que la France est le premier pays de la zone euro à faire son chèque pour la Grèce? Je pose encore une fois la question, où est l'intérêt national? Mais il est parfaitement irresponsable de creuser ainsi notre propre dette et de dilapider l'argent de nos compatriotes alors qu'on impose des sacrifices si lourds aux classes moyennes et populaires. Tout augmente. La CSG, les taxes, les sodas, les mutuelles, la durée de cotisation pour la retraite et bientôt la CSG pour les retraités. Nos PME sont pressurées, la fonction publique d'État laminée, les services publics démantelés et pendant ce temps, on jette en pure perte des dizaines de milliards dans l'incendie de la zone euro. Mais d'ailleurs, que feront-ils demain? Quand il s'agira de renflouer l'Espagne et l'Italie, doubleront-ils la CSG pour payer? Accableront-ils les petites entreprises de nouvelles taxes? Finiront-ils de dérembourser nos médicaments pour la dette italienne et de laminer les petites retraites pour les banques espagnoles? La bonne gestion des deniers publics, qui sera le fil conducteur de ma politique, commencera par l'arrêt immédiat de ces plans de renflouement à répétition. L'argent gagné par le travail des Français doit rester en France. Ça paraît tellement de bon sens. C'est une question de responsabilité et de solidarité avec les plus pauvres d'entre nous. Je gérerai les finances publiques d'une main de fer, parce que je ne me résous pas au déficit permanent, ce que la France connaît sans discontinuité depuis maintenant plus de 30 ans. Les déficits, je les éradiquerai parce qu'ils nous tuent à petit feu. Mais cette main de fer, elle ne tapera pas sur les petits et les classes moyennes, ceux à qui on demande toujours plus. Mais elle tapera là où on ne tape jamais, là où il y a de réelles économies à faire. J'engagerai ainsi un plan de désendettement massif de la France en gérant de façon enfin responsable l'argent public. Mais pour ça, il faut être capable de faire un diagnostic. Il faut être capable de faire la différence entre la bonne dépense publique, celle qui finance les services publics, l'école, la santé, les retraites, la sécurité, la défense, et la mauvaise dépense publique, le coût de l'immigration, la fraude sociale, les dérives de la décentralisation, l'argent versé à l'Union européenne sans retour,
les niches fiscales réservées aux puissances d'argent, comme la niche Copé, par exemple. Aujourd'hui, on s'en prend à la bonne dépense publique. On ferme les hôpitaux, on ferme les commissariats, les gendarmeries, les écoles, les casernes. On a même pensé à diminuer les indemnités chômage des cadres, à fiscaliser les allocations familiales. En revanche, on laisse prospérer la mauvaise dépense publique. Rien n'est fait contre elle, au contraire, on multiplie les cadeaux aux amis du pouvoir, on accroît chaque année l'immigration légale et on laisse les conseils régionaux, les conseils départementaux, à la tête desquels s'épanouissent les roitelets, dépenser de plus en plus d'argent public et augmenter toujours plus les impôts locaux. On fait de la com, mais on ne s'attache pas, par exemple, à lutter contre la fraude sociale. Quid des contrôles de trains de vie suspects dans les camps de Rome ou dans certaines cités? Enfin, on en parle, mais on ne fait rien. Non. Eux, le seul moyen qu'ils ont trouvé, ce sont des taxes, et encore des taxes, qui frappent les plus pauvres, les retraités et les classes moyennes. Il faut dire que quand on n'a qu'un clou entre les mains, toutes les solutions ressemblent à un marteau. Mais les économies utiles, ça jamais. D'ailleurs, le simple mot d'économie est un gros mot. Que des économies, mais quelle horreur! Et il y en a pourtant à faire immédiatement. Moi, je vais vous en donner quelques-unes d'économies. Son dire le Front National, il faut qu'il soit précisément et très précis. Alors, arrêt des inutiles plans de renflouement à la zone euro, 60 milliards. Suppression de la niche Copé au bénéfice des grands groupes du CAC 40, 5 milliards d'euros par an. Arrêt de la contribution nette versée à l'Union européenne, 7 milliards d'euros par an. Baisse de 2% des sommes versées par l'État aux départements et aux régions avec interdiction d'augmenter les impôts locaux, 500 millions d'euros par an. Désactivation des 10 millions de fausses cartes vitales en circulation, 1 milliard d'euros par an. Et mes chers amis, celles-ci ne sont que les plus évidentes. Mon gouvernement sera impitoyable avec cette mauvaise dépense publique, en s'en donnant tous les moyens. Mais avant, parce que c'est le préalable essentiel, je dégagerai la France des griffes de ses créanciers, banques sans scrupules et marchés financiers. Aujourd'hui et depuis quelques décennies, banques et marchés jouissent d'un monopole dans la gestion de notre dette publique. Et bien sûr, ils en profitent. Ils nous tiennent. Ils peuvent spéculer sur notre dette. Ils deviennent le maître de nos gouvernants. Souvenez-vous, Napoléon Bonaparte. Il disait, lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers pour l'argent, ce sont ces derniers et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation, puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Et c'est pour cela que nous voulons ouvrir la gestion de la dette publique à notre Banque de France, restaurée dans ses prérogatives. C'est pour mettre fin à cette dépendance vis-à-vis du marché et de la banque. Concrètement, l'État pourra directement de nouveau lui emprunter à la Banque de France à des taux très faibles. Il n'est plus question de nous épuiser à payer des intérêts à des banques privées et des fonds de gestion sur les marchés financiers quand nous empruntons pour l'avenir de notre pays. Voilà une vraie proposition courageuse, de bon sens, utile au pays. Il est temps de mettre fin à la privatisation de l'argent public imposée par la loi de 1973. L'argent public doit financer les investissements publics. Ah, ce discours de bon sens, il perturbe les observateurs. Ils ne savent plus dans quelle case nous mettre. Alors on va essayer d'éclaircir pour eux, parce que nous savons. Notre projet n'est ni l'anticapitalisme à la Besancenot, qui propose d'accrocher les patrons à des crocs de boucher,
ni l'ultralibéralisme des Sarkozy et Hollande qui impose la loi de la jungle au bénéfice exclusif de la finance. Notre modèle est rationnel, pragmatique, humain. Nous défendons une économie de marché, mais dotée de frontières qui protègent et d'un État qui arbitre, qui régule, qui impulse, qui organise, qui condamne les excès et les abus, qui fait respecter une concurrence loyale en luttant contre les ententes, contre les abus de position dominante, contre les pressions et intimidations de la grande distribution, contre les situations de quasi-monopole. Notre projet de redressement s'appuie sur un État qui permettra une économie libre, en rééquilibrant les armes entre les indépendants et les grands groupes, qui s'obligera et obligera les collectivités locales à réserver prioritairement les marchés publics aux TPE-PME françaises, dans le cadre d'un véritable patriotisme économique. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il n'y a pas d'autre choix. Soyez bien conscients que l'ultralibéralisme ravageur peut n'être qu'une parenthèse dans l'histoire de France. Il vous revient de refermer cette sinistre parenthèse et d'ouvrir une ère d'espérance. Comme les peuples ont su refermer la triste parenthèse du communisme, vous pouvez, vous devez refermer la parenthèse du mondialisme et remettre la France au premier rang. Cette parenthèse refermée, alors seulement l'espoir renaîtra. Alors au découragement de notre jeunesse succédera la fureur de vivre. Alors les valeurs de notre République française retrouveront tout leur sens. Alors il fera bon naître, s'instruire, travailler, construire, grandir, investir, risquer et vieillir dans notre cher pays. Il y a eu incontestablement un abaissement terrifiant de la France sous le règne de Nicolas Sarkozy. Et l'UMP et le PS portent la même responsabilité. La démocratie a été gangrénée, confisquée. Et les modes de scrutin choisis ne sont là que pour permettre la perpétuelle réélection des mêmes. Depuis 30 ans, les mêmes partis, les mêmes têtes, les mêmes systèmes, les mêmes affaires, les mêmes petits arrangements entre amis. Les affaires se suivent et se ressemblent. De Giscard à Mitterrand et de Chirac à Sarkozy. Des diamants de Bokassa à l'affaire de Karachi, de l'affaire Urbain à l'affaire Guérini, du Crédit Lyonnais aux valises de billets africains révélées ce matin par la presse. Tout se passe comme la projection du même film, dans la même salle, avec les mêmes acteurs. Le peuple souffre. Le peuple saisi par cette impression de vide et de combine qui entoure le pouvoir, pendant que le chômage, la pauvreté et l'insécurité plombent le moral de nos concitoyens. Pour rétablir le peuple dans sa légitimité, sa souveraineté, sa liberté et sa dignité, nous redonnerons la parole au peuple par le biais du référendum, sous toutes ses formes. Que ce soit au niveau local ou au niveau national, sur proposition des autorités ou par saisine directe du peuple, je défendrai l'instauration du référendum d'initiative populaire déclenché à partir de 500 000 signatures au niveau national. Alors,
Alors, par la force tranquille des urnes, le peuple, encore libre et souverain, décidera de son avenir et remisera au rayon des curiosités républicaines une classe politique qui avait fait vœu de copinage, de renoncement et de jouissance niaise du pouvoir. Je terminerai enfin mon discours en citant, une fois n'est pas coutume, un grand professeur de droit, l'un des artisans de la Constitution de la Ve République, qui, en raison des aléas de l'histoire, n'a pas été au Front National, mais qui comptait beaucoup d'amis en son sein. Je veux parler de Jean Foyer. Il disait, comme dans le roman de Swift, Gulliver à Lilliput, les Lilliputiens, juristes et fonctionnaires, s'appliquaient à ficeler les États, à les ligoter en s'imaginant que des mécanismes juridiques sophistiqués pouvaient tenir lieu de volonté politique. C'était oublier que dans la vieille Europe, la réalité est celle des nations. On voit de plus en plus combien il est malaisé de faire vivre les États qui ne sont pas des nations.